Depuis février 2019, des millions d'Algériens marchent chaque semaine contre le pouvoir en place. Cette contestation inédite a ébranlé une nation qui ne croyait plus en elle. Malgré la répression, le chantage au chaos ou aux manœuvres politiques, le système autoritaire et militaire qui gouverne l'Algérie depuis son indépendance n'a pas épuisé le Hirak, ce mouvement populaire et pacifique. Un an de marche, jamais j'y aurais cru, ni même imaginé, ni même rêvé. On ne sait pas où on va, on ne sait pas où on va aller, mais on sait qu'on doit braver des interviews. Je connais ce système, je l'ai subi toute ma vie. Eux, ils ont toujours été dans leur petite tour, ils ne nous connaissent pas. Je me dis que me casser de ce pays n'est pas une solution. Mais casser le gouvernement actuel, ça c'est une solution. On n'a pas envie de reculer en fait. On a envie de vivre à l'ère du temps. Malgré nos croyances, bien peu importe nos croyances plutôt. Voici le témoignage d'une jeunesse algérienne qui a pris des risques insensés pour se raconter et raconter un pays qu'ils aiment tant. Bizarrement, pour la première fois, moi je voyais l'Algérien autrement et on se voyait autrement. En fait, c'est vraiment la révolution qui est née ce jour-là. Là, j'ai vraiment repris un grand espoir, je vais dire. J'ai repris le grand sourire. Je me suis dit, là, c'est la bonne. Là, on avance. On était juste pour la première fois, tous là avec un objectif en commun. On nous a volé notre pays. Et c'est pour ça que tout est à refaire. C'est qu'on n'a pas eu l'occasion de construire le pays qu'on voulait, que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont voulu. Ceux qui avaient la décision, ceux qui avaient le contrôle de l'école, ceux qui avaient le contrôle de l'armée, ceux qui avaient le contrôle de l'économie, ceux qui avaient le contrôle de la politique, ceux qui avaient le contrôle de la justice, c'était eux les responsables. Et je pense que les gens qui ont pris les rênes après 62 ont volé ce rêve et ont détruit ce rêve. Je vends des croix, je vends des pentacles, je vends des croix inversées. Je dirais même aussi des pendentifs marijuana, des trucs qui sortent de l'ordinaire en fait. Donc dans ce magasin, il y a plein de trucs que les autres commerçants, je veux dire, que trouvent tabou. Il y a beaucoup de clients qui viennent me demander, si j'achète le collier, ça, tel collier, est-ce que je vais avoir des problèmes dehors? Est-ce que vous-même, vous avez des problèmes? C'est des questions qui me reviennent assez souvent. Je leur dis, voilà, même si un jour, il y a quelqu'un qui vient vous parler, il y a quelqu'un qui vient vous faire chier, comme ça, dans la rue, il faut pas se taire. Faut jamais se taire. Tu peux porter ce que tu veux, c'est ton corps, c'est ta propre personne, en fait. Si tu veux porter un patac, tu le portes. Si tu veux porter une croix, tu la portes. Donc, je dirais que ma petite boutique, c'est plus un côté rebelle que commercial, en fait. Grâce aux réseaux sociaux, on se rend compte qu'il y a plusieurs jeunes qui sont comme nous, en fait. Ça nous a permis de nous rapprocher, de se faire, en fait, la petite communauté, elle est devenue une grosse communauté grâce aux réseaux sociaux. C'est un moyen de liberté, en fait.
diable, c'est le seul qui a dit non à son Dieu. Aujourd'hui, le diable, est-ce que ce n'est pas l'intellectuel? L'intellectuel diable. C'est bien dit. C'est bien dit, c'est très bien dit. Parce que moi, je trouve que l'intellectuel positif, c'est un diable. S'il n'est pas diable, il n'est pas positif. Parce que le diable, c'est le seul qui a fait comment on appelle ça, la résistance, qui a fait la résistance. Les autres, ils sont soumis. Ils sont soumis. Rappelez les journalistes. J'ai oublié mes bagues. Mais vous tirez dessus. Attends, je vais 2 secondes, c'est complètement... Hop. C'est... C'est comme si je vivais dans une prison à ciel ouvert en fait. On t'empêche de vivre ta jeunesse. Je me sens vraiment étouffé dans le pays dans lequel je vis. Pourtant c'est un pays que j'aime, mais je me sens étouffé. J'ai pas eu la chance de vivre ce que d'autres jeunes, peut-être en Europe ou en Amérique, ce qu'ils ont vécu pendant leurs 20 ans. Puis quand je me compare à moi, à la jeunesse algérienne, je me dis, on a vraiment 60 ans en fait. On n'a pas 20 ans, on n'a pas eu le temps de vivre notre jeunesse. Quand on sort d'un concert de métal, genre, on est en mode, c'était bien. Tous les problèmes que tu as eu pendant toutes les semaines, toute cette rage que tu as en toi, tout en fait. Tu les fais en sortir en criant, en sautant, en étlinguant, tu peux tout faire en fait. Il n'y a personne qui te regarde. Ça, genre, quand tu rentres dans un concert de métal, tu sens que tu es rentré dans un autre monde. Tu te dis, ah, je suis plus dans la société que j'étais là, il y a 2 minutes dehors. Ah, par contre, c'est un barrage. C'est un barrage. Avoir 29 ans et avoir la vingtaine en Algérie, généralement, c'est d'avoir les larmes aux yeux. C'est un grand vide, quoi. C'est un saut dans le vide. On se sent vieux. Tu rends des comptes à tout le monde. Tu as envie de boire de l'alcool, eh ben, il faut que tu le fasses en cachette. Tu veux vivre avec quelqu'un sans te marier, mais jamais de la vie, laisse tomber, non, jamais de la vie. Donc tu dois toujours des comptes à tout le monde, à tout le monde. Tu dois toujours te justifier. Ce pays te fait du mal, te fait perdre ton temps, ta jeunesse, ton énergie, tout. Il t'écrase, il te dévitalise. Il te laisse comme ça marcher, errer, va errer comme ça jusqu'à ta mort. On n'a plus grand-chose à perdre, sauf nous-mêmes. Et on s'est déjà perdu. Et avec cette révolution, on s'est retrouvés, on a retrouvé qui on était réellement. Les gens suivent l'actualité. La majorité avant, c'était que les vieux dans les cafés, les retraités. Et les quelques militants par-ci, par-là. Là, c'est tout le monde qui suit l'actualité et qui se politise. Ça, c'est magnifique. C'est assez compliqué d'être une femme.
C'est souvent des petites agressions, souvent on est plus surveillé que les hommes. Au moindre faux pas, on est plus jugé, j'ai envie de dire, par la société qu'un homme, par exemple. On a moins droit à l'erreur qu'un homme. Déjà culturellement, sociologiquement, la femme, elle a beaucoup de mal à se faire une place. La femme, elle est souvent agressée, elle est souvent scrutée. Et peu importe son milieu, hein, peu importe le milieu, hein, on peut être chez les démocrates, entre guillemets, dans un milieu plus conservateur, etc. Une femme a toujours beaucoup plus de soucis qu'un homme. Le code de la famille, par exemple. Ailleurs, il n'y a pas ça. Ça, c'est propre à nous. Le code de la famille, la femme éternelle mineure, la femme qui n'a pas le droit de se marier sans son responsable. On est sous tutelle, à vie. Tout comme Sonia, les femmes n'ont pas hésité à descendre dans les rues pour s'enrôler dans le Hirak. Les Algériennes ont toujours été de tous les mouvements de revendication et de toutes les guerres du pays. Et cette révolution a permis aux femmes de reprendre leur place dans la société et dans le récit national. C'était génial quand même. Déjà, mais de passer à روحي للدار بلاصتك في الكوزينة tu n'as rien à faire dans la rue avec les hommes, que ça soit normal qu'on sorte, ça c'est un acquis, c'est déjà énorme. C'est ça. C'est déjà énorme. Ces dernières semaines, il y a eu même des appels aux femmes. Venez marcher, on a besoin de vous. Le rôle de la femme dans cette révolution, c'est ça, oui. est vraiment un rôle central en fait. Il y a eu un carré féministe qui a été créé durant le Hirak. Maintenant, le carré féministe, on passe à côté, il y en a qui y viennent. Beaucoup de femmes se sont alliées à ce carré. Et il y a des hommes qui respectent ça. Beaucoup, hein. Ah oui, bien sûr, absolument. Les hommes passent devant le carré féministe en train d'applaudir. Absolument, on ne va pas le nier, absolument. C'est pas très dangereux d'être féministe. Surtout, on doit aussi les obliger à les changer. Je dis bien obliger, hein. Je sais ce que je dis. Les obliger à complètement enlever ce code de la vie. Pour éduquer une société, on doit la brusquer. C'est celle qu'on taxe de Hizb França. Moi, ça ne me dérange pas hein, qu'on taxe de Hizb França. Il n'y aura plus le code de la famille. Tout le reste partira. Tout le reste partira. Et pas de carré féministe. Et pas de carré féministe. Moi, ce qui m'a surpris le plus, c'était l'humour qui se transmettait à travers les slogans. Le mieux, c'était un slogan d'une jeune fille qui disait « Bouteflika, vous n'allez même pas avoir le droit de mon soutien-gorge ». Je me rappelle ce jour-là, de bon matin, il y avait un ami
qui avait trouvé de la vaseline chez lui. Moi, on a bien rigolé, mais à un certain moment, je lui ai dit, écoute, tu vas me la passer, j'ai une petite idée. À un certain moment, il y a eu un flic qui s'est avancé vers moi, il a essayé de m'attraper par les bras, et comme j'avais de la vaseline, il a essayé au moins 3 fois de m'abattre, il m'a pas eu. C'était la vaseline Day. وهذا الفكر الاستعماري يستعمل فيه بعض من أولادنا الجزائريين أو أشباه الجزائريين من خونة ومرتزقة وشواذ ومثليين نعرفهم واحد بعد واحد. C'était la vaseline Day. On s'est réapproprié la rue. J'ai vu des familles, des jeunes, des moins jeunes qui marchaient en symbiose. Donc ça a libéré la parole quand même, c'est quelque chose de fou aussi. Hein. On parle de l'Algérie toujours, je vous le rappelle. C'est un peu la Corée du Nord de l'Afrique. Il y a un événement qui m'a marqué. C'était à Alger. On marchait, on s'est retrouvés dans un carré d'islamistes. On marchait tous ensemble, on criait les mêmes slogans. On avait un même objectif. Les Algériens, À aucun moment on nous a mal regardé ou on nous a mal parlé. Je me suis dit, mais est-ce que on aurait cru qu'un jour on se retrouverait dans une situation pareille? Même solidarité, la même détermination. Le Hirak, la révolution, nous a permis de s'intéresser l'un à l'autre. C'est-à-dire que l'Oranais a commencé à s'intéresser au Kabyle, le Kabyle au Chewi, etc. C'était incroyable. رحت رسالتي رحت رسالتي رحت رسالتي وبيتين اليوم بالجوع رحت رسالتي رحت رسالتي رحت رسالتي جيب ظلام يطوي الشموع رحت رسالتي رحت رسالتي رحت رسالتي وبيتين اليوم بالجوع رحت رسالتي رحت رسالتي رحت رسالتي جيب ظلام يطوي الشموع. Pour moi, le Hirak n'est pas encore une révolution. Ça n'a pas encore changé les paradigmes des choses. Ça n'a pas encore changé le système. Ça n'a pas encore ébranlé le noyau dur du fonctionnement du système algérien, qui est la primauté du militaire sur le politique. Après la démission de Boutef, le vernis de la démocratie a craqué et on a vu qui dirigeait le pays réellement. C'était la junte militaire. Cet homme est le chef d'état-major des armées, le général Ahmed Gaïd Salah. Soutien d'effectifs de Bouteflika, il a fini par le pousser à la démission et s'est imposé comme l'homme fort du pays, en s'affichant comme le protecteur de la nation et de la Constitution. Boutef, il a été placé par les militaires. Zarouel, c'était un militaire. Boumediene, c'était un militaire.
Ça a toujours été les militaires. Et ça n'a plus lieu d'être. Le général a beau mettre des proches de Bouteflika en prison, les manifestants le perçoivent comme un membre du clan du président déchu. Rien ne calme la colère populaire. Le chef d'état-major cristallise les rancœurs du peuple et incarne le visage du système algérien. Ahmed Salah multiplie les discours en cherchant à briser la révolte. Mais comment casser cette dynamique révolutionnaire? Le pouvoir a l'idée de faire interdire leurs démarches les drapeaux amazirs, l'emblème berbère que revendiquent notamment les Kabyles. Le régime espère ainsi jouer sur la corde régionaliste et diviser les Algériens. La police se met à arrêter des dizaines de jeunes pour atteinte à l'unité nationale, uniquement parce qu'ils ont osé brandir le symbole berbère. La répression s'accentue. Plus ou moins Zarma pacifique les flics entre 14h et 17h. Ça a toujours été le cas depuis un an, ça n'a pas changé. Tu sors la matinée, tu te fais embarquer. Après 17h, tu te fais gazer. Vouloir être avocat, c'est parce que j'ai voulu être militant. Et la façon la plus efficace pour être militant, c'est d'être avocat. Je m'occupe aussi des dossiers, principalement des détenus d'opinion et des dossiers politiques. Donc Sofiane Babassi, c'était l'un des détenus qui ont été kidnappés avant les élections présidentielles en décembre. Il avait participé à une marche nocturne. Et apparemment, il a brandi un drapeau berbère ou un drapeau kabyle. Donc c'est pour cela qu'il a été après poursuivi et arrêté. Beaucoup de jeunes ont été arrêtés pour un oui, pour un non, et on leur a collé l'étiquette d'atteinte à l'unité nationale. Ils ont amené un paquet de papier. J'ai vu mes publications sur Facebook. C'est la preuve que ça fait longtemps qu'ils sont en train de me suivre.
après le commissaire, je pense. Je ne connais pas, mais je pense que c'est le commissaire. Il est rentré, il m'a rien dit, quoi. Il m'a regardé comme ça, il m'a fait un coup sur l'œil. Très fort, il m'a donné. Il m'a poussé comme ça, je lui ai dit pourquoi je me frappe. Est-ce que tu t'es attendu qu'il sera libéré? En réalité, je n'ai pas attendu. C'était allongé comme ça. Dans la prison. Oui, j'ai écouté des frappes sur la porte. Papa s'est libéré. J'étais choqué, un petit peu étonné. C'est des choses nobles. C'est des choses qu'on fait avec fierté. C'est ça le plus important. Je donne un message à tout le monde. Il faut défendre vos idées. Il ne faut pas laisser faire. Il faut continuer de combattre pour vos idées sans peur, sans hésitation. Parce que le plus important de tout ça, c'est qu'on fait pas, il faut qu'on est convaincu qu'on ne fait pas de mal. Le système algérien en général sait pertinemment qu'il manque de légitimité, qu'il n'a pas de légitimité. Face au Irak, le régime vient de se régénérer avec un pur produit du système. Mais la rue ne lâche rien, refusant ardemment toute élection avec la bande, dénonçant des fraudes et boycottant en masse le vote. C'est pas la voix du peuple. Parce que c'est pas nous qui avons raison. C'est pas le peuple qui a donné sa voix. هاو رخيص واحد اخر هاملك هاوليك الحركه اللي باعوا البلاد هاملك يا الخيان اللي بعتوا البلاد شعطوك من باطل بالك يا رخيص بالك باطل وقيله ها فوطا يا فوطا هاوليك جدي يقول لك صحه جدي يشطح رخيص يباعوا البلاد ماشي قدام لا بوليس يحكموا رخاص يباعوا البلاد ماشي قدام لا بوليس يحكموا رخاص
الراس يباعوا البلاد ماشي قدام لابوليس حكموهم حكمناهم في الفراج يباعوا البلاد ماشي قدام لابوليس حكموهم حكمناهم في الفراج حكمناهم في الراس. J'ai été arrêtée le 13 avril. Je ne sais pas ce qui se passe. Et là, tu as la femme, elle me demande d'enlever mes chaussures, mes chaussettes. Elle me demande d'enlever mon pull, d'enlever mon pantalon. J'avais les cheveux comme ça. Elle m'a demandé d'enlever même mon chouchou, elle a fouillé mes cheveux. Elle m'a demandé d'enlever mon soutif. J'ai enlevé mon soutif. Après, j'avais gardé juste la culotte. Elle m'a limite fait un frottis. Et là, je lui lance le regard. Ok. Et puis quoi encore? Et là, elle me demande de me rhabiller le plus normalement possible. Encore une fois, en plus, ce qui était bizarre, c'est que quand j'ai enlevé mon soutif, elle m'a ploté les seins. C'est comme si qu'elle allait trouver quelque chose. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Limite, c'était une fouille bizarre. Tu vois, c'était très bizarre, c'était très malsain. Genre, t'as quelqu'un qui est nu devant toi, qui a une culotte. Qu'est-ce que tu cherches quand tu lui plottes les seins, franchement? Je t'ai dit, à un moment donné, j'ai senti que ce corps, il porte... C'est le corps de toutes ces femmes qui ont été humiliées. C'est les pratiques du colonialisme, c'est le colonialisme qui était... C'est les Français qui étaient en train de dénuder nos femmes pendant la guerre de libération. C'est les terroristes qui étaient en train de violer les femmes algériennes. Et aujourd'hui, c'est les flics qui nous violent. والأخرى التقنية السينمائية تتحدث يعني كلام فاضي أنها دخلت إلى القسم ويعروا فيها ووصلوا للنهد. شو الكلام؟ هي تقنية سينمائية يبدو أن شغلتها السينما أصلا، يعني يبدو أن قامت بعملية سينمائية. هذا الرابورتاج الطويل العريض ما قالش أنه في الحراك في الجزائر طلقة رصاص واحدة لم تطلق، أنه قطرة دم واحدة لم تسل، أنه تم التعاون وتبادل الهدايا والجاتو والكيك والورود بين المتظاهرين وأجهزة الأمن وخوا شعب جيش الشرطة خوا هذا الكل غير موجود. ما عملش مقارنة مع ماذا يحدث في فرنسا مع السترات الصفراء. عندنا الفيديوهات، أنا نزلت على صفحتي فيسبوك لو تبعتوها، عجوز بيضربوا فيها، الأخرى على مقعد يعملوا في الغاز وهو على مقعد يعني الكرسي المتحرك، الأخرى على عكاز ويضربوا ويطلبوا بشراسة مثقفين فيهم أساتذة يتم ضربهم ودماءهم تسيل بشراسة النظام الرأسمالي المتوحش. Personnellement, j'ai pensé qu'il y avait ce sursaut, qu'on allait dépasser tous nos traumatismes de l'histoire. Mais à fur et à mesure, je voyais que ça ne marchait pas. Donc personnellement, j'ai perdu ce sentiment. Je l'ai perdu quelque part. Et c'est pour cela que je vois qu'on est retombé au point de départ. L'Algérie va changer, mais pas tout de suite. J'y crois, franchement, de moins en moins, malheureusement. C'est-à-dire que je vous parle d'un résultat que je pourrais voir, moi, de mon vivant. Je pense pas. Hein. Je pense pas. Pour Atman, la désillusion est trop forte. Le Irak a bien porté à ses débuts l'espoir d'un changement. Mais pour lui, ce n'est plus le cas. Et vous?
Ce soir-là, il dîne avec 2 amis, un opposant politique et un militant des droits de l'homme, qui sont loin de partager son désespoir. Il y avait des tentatives, je pense que l'état-major ne les a pas laissées émerger. Mais maintenant, la question que je me pose, que doit faire ce mouvement? Qu'allons-nous faire, nous, en tant que citoyens, en tant que militants, en tant que figures politiques, en tant que gens impliqués, face à cette situation? Pour cela qu'à l'université, même alors que j'étais étudiant, j'ai animé un meeting, une conférence d'ENA sur le particularisme kabyle. C'est une série qui était bonne en 2001 à aller à la création avec un certain nombre d'amis, dont Ali Aslilagi qui est mon fondateur du MAC. Mais avant le MAC, nous avons créé avec Aït Bachir Ahmed, que vous connaissez, Abdeslam Abdelnour, nous avons créé dans le feu des événements de 2001, donc c'était le 25 avril. Dès l'hôpital de Nedir Mohamed, nous avons créé un mouvement, enfin un mouvement pour alerter l'opinion nationale et internationale sur le massacre qui a eu lieu en Kabylie. Nous avons créé le MKL, c'était un mouvement autonomiste. On a fondé, on a créé le MKL. Donc c'est comme ça qu'est né le MAC. Il s'agit aujourd'hui de marquer une rupture fondamentale avec ce système en allant rapidement vers une nouvelle république, la deuxième république qui va consacrer les libertés démocratiques, qui va consacrer les autonomies régionales, parce que le système, oui, mais le débat du système, oui, mais sans la refondation de l'État, la Kabylie ne pourra pas trouver son compte dans cette mobilisation. Il y a des intérêts communs avec les Algériens, mais nous avons des intérêts particuliers, et ces intérêts particuliers ne peuvent se réaliser que par une réappropriation de la souveraineté du peuple sur un certain nombre, du peuple kabyle sur un certain nombre de prérogatives. Et la façon la plus judicieuse pour y arriver, c'est d'aller en se mobilisant pour la consécration d'un gouvernement et d'un parlement régional de Kabylie. Et j'étais fier de compter parmi mes amis, parmi ceux qui m'ont soutenu, Berbère Télévision. À la khatar, pour l'avenir, c'est très important. C'est très très important. En tant que gens impliqués face à cette situation. Il n'y a pas de solution individuelle pour ce mouvement. Il n'y a que des solutions collectives. Ça veut dire que si on n'arrive pas à réfléchir en collectif, on ne peut pas gagner. En fait, c'est un mouvement à la fois politique et un mouvement social. Je pense que c'est le plus grand acquis, c'est qu'aujourd'hui, il y a une forme de démonopolisation de la parole publique. Elle est devenue citoyenne. C'est un miracle qui se produit. Je pense qu'il y a ce miracle qui s'est produit. Et il ne faut pas le jeter. Il ne faut pas l'idéaliser. Ce n'est pas d'idéalisation. Il ne faut pas idéaliser. C'est un mouvement historique. Et dans un mouvement historique, il y a des hauts et des bas. C'est peut-être pas notre génération. C'est peut-être des gens qui ont 15 ans, 10 ans, qui vont se retrouver dans une Algérie démocratique. Mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des bourgeons. Et ces bourgeons, c'est ça notre rôle.
c'est de les cultiver, c'est de les protéger contre les agressions pour qu'ils puissent donner demain les fruits nécessaires pour construire l'Algérie de demain. C'est le défi. Les gens, quand ils ont détruit le mur de Berlin, personne ne pensait qu'en détruisant le mur de Berlin, toute l'Union soviétique allait disparaître. Et pendant toutes ces marches, la vie ne s'est pas arrêtée, bien au contraire. Pour Anis, lorsqu'il veut se retrouver avec ses amis et sa copine pour faire la fête, il doit trouver un lieu tranquille, synonyme de liberté et d'intimité. Les jeunes appellent ça un diki. Allez-y doucement. Non, 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 pas de polygamie avec des bouts de pestis. Pas de Tu vas la faire tomber. Tu vas la faire tomber. Tu vas la faire tomber. Oui. Tu vas voir ce que Non, jamais. School. School. حي الله حرر العاصمة في كل مكان حي الله حرر الأمة في كل مكان وزمان. Un diki, c'est un endroit où les autres ne te voient pas en fait. C'est juste ça en fait. C'est que là où les regards des autres ne sont pas pointés sur toi. Là où tu risques rien. Là où tu te sens en fait en sécurité. Limite, le jeune Algérien se sent en sécurité plus dans un diki que dans une place publique où il y a je ne sais combien de flics, je ne sais combien de caméras. Problème avec le peuple algérien, si un gars marche dans la rue, il voit deux gars en train de se tabasser dans la gueule, limite en train de prendre un couteau, en train de le tuer, pour lui c'est normal. C'est un règlement de compte. C'est un règlement de compte. Du moment où il voit un couple en train de s'embrasser, en train de se prendre en câlin ou un truc comme ça, wow. Ah ouais, là c'est la merde. Ah là où. En fait, on peut dire que l'Algérie, elle a un gros problème de tabou vers l'amour. L'amour ici, c'est un tabou. Déjà, pour pouvoir vivre une vie de couple, on doit se marier. Je dis pas que le mariage n'est pas un bon truc. Non, au contraire. Mais ici en Algérie, c'est limite une obligation. Même en étant marié, tu crois vraiment que dans pouvoir s'embrasser? Non. Atteinte à la pudeur publique. Bah voilà, on va payer une amende. Une amende. Et si on n'est pas marié, la prison. Pour moi surtout. Ouais. Donc du coup, je crois vraiment que je suis après tout ça? Non. C'est pas ça le bonheur. Je pense pas qu'on puisse être heureux en Algérie, dans un pays où on nous étouffe. On n'a même pas le droit d'aimer au fait. En Algérie, on n'a pas le droit d'aimer au sens profond. Parce que déjà, le romantisme est vu comme une faiblesse dans notre pays. Et socialement, on n'a pas voulu franchir le pas de respecter et d'accepter l'amour tel qu'elle est. Oh là 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 là, tout de suite les sujets tabous. J'ai pas de sexualité, comme tous les Algériens. La frustration sexuelle en Algérie, c'est un problème majeur, franchement, parce que ça te pousse à... Ça pousse les jeunes, en tout cas les hommes, à détester la femme, limite détester la femme. Alors qu'au fond de lui, il veut juste se retrouver avec elle, pouvoir, je sais pas, l'embrasser ou la prendre dans ses bras dehors, mais il peut pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il réagit de manière un peu violente. Là, j'en ai marre. Pourquoi, à ma 20 chérie ans, déjà, la dépression. T'as le stress de la famille, t'as le stress de la société, t'as le stress des études, t'as le stress des mecs. Ouais. La routine d'une fille, quoi, genre en Algérie. À 20 ans, en fait.
Ouais. Tu souffres à 20 ans en fait. À 20 ans, genre à 20 ans, t'es à l'étranger, t'es là, tu vis ta meilleure vie, t'es en boîte de nuit, t'es avec tes potes. Bah là, t'as rien. T'as rien en fait. T'as un cinéma, 2 cinémas, puis t'as rien en fait. Il y a des programmes pour eux, il y a des films qui sont censurés parce qu'ils contiennent des scènes érotiques, on va dire. Ici, ouais. Exactement. Le tabou de la femme qui se masturbe. Comment tu peux connaître tes plaisirs si tu n'as pas le droit de te masturber ou de voir du porno. Exactement. Le problème, c'est qu'il faudrait instaurer une éducation sexuelle. Ce pays a besoin d'une éducation sexuelle. Les parents sont contre. Justement, les parents sont contre, mais... Ils croient que c'est obscène. En fait, ils sont contre du fait qu'une femme doit être libre comme un homme, en fait. Bah, ils ont juste peur de la femme. Hein. Ils ont peur que la femme prenne une puissance qui serait supérieure à la leur. Bah, parce qu'une femme peut être plus puissante qu'un homme. Bah, elle peut vraiment être plus puissante qu'un homme en fait. Elle peut avoir des meilleurs emplois, réussir ses études beaucoup mieux. Elle peut vraiment faire comme un homme, on va dire. Ce qu'ils veulent. Ça aussi. On la marie, on la met dans une maison. Et elle reste dans cette maison. Voilà, elle fait des enfants. Exactement. Et c'est tout. Comme un lapin, elle ne fait que qu'engendrer des progénitures. Donc en fait, on a des générations qui se poursuivent mais qui sont les mêmes. Une éducation merdique quoi. Inexistante. Inexistante quoi. Les filles ne sont pas solidaires dans ce pays, elles sont soumises. Elles ferment leur gueule et elles acceptent. Elles se disent ouais c'est comme ça tout le monde fait, moi je vais faire comme tout le monde. Mais est-ce que c'est juste, est-ce que tu es heureuse? Est-ce que toi tu es heureuse? Est-ce que le jour où tu mourras, tu seras dans ton lit de mort? Est-ce que tu te diras ouais j'ai vécu une belle vie? Est-ce que tu vas répondre par oui? Non. Moi je veux répondre par oui. En fait là le problème vient des parents parce que nos parents ils nous demandent jamais la vraie question qui se posait. Est-ce que tu es heureuse? Cette révolution a rendu un fol espoir à cette jeunesse, au point qu'une partie d'entre elles n'a plus cherché à s'évader à tout prix du pays. Mais depuis, des centaines de gamins, comme les Haragas, s'enfuient de nouveau à bord de radeaux de fortune pour tenter de rejoindre l'Europe. Bonjour, je suis Kamal Daoud, je suis journaliste et écrivain, je vis en Algérie et je vais essayer de vous expliquer comment la misère culturelle et la misère sexuelle peuvent mener à la guerre et à la mort. Selon vous, le monde arabe a une sorte de problème avec la sexualité. Le monde qu'on appelle arabe a un problème avec la sexualité, a un problème avec la femme en règle générale, a un problème avec le désir du monde et avec l'autre en règle générale. Donc en gros, pour simplifier, est-ce que ce que vous dites c'est les djihadistes deviennent djihadistes parce qu'ils sont frustrés sexuellement? Est-ce qu'on peut simplifier comme ça? On peut, pour vraiment simplifier à l'extrême, oui. Le sort des femmes, le sort fait aux femmes, le sort fait au désir qu'on peut avoir des femmes et vice-versa, se fait au nom d'un patriarcat, d'une religion, d'une législation puisée dans cette religion. Le nombre des femmes opprimées dans le monde qu'on appelle arabe est beaucoup plus grand que le nombre des femmes qui se font harceler en Occident. La réalité, elle est là. Alors, je vais te dire une chose. Quelles sont les meilleures années en Algérie pour nous? Je vais te dire une monstruosité. La décennie noire. Tous les Algériens que je connais m'ont dit ça. C'est terrible. Sexe, alcool et vie intense. Tu peux pas savoir. Ouais. Oui, parce que tu peux mourir demain. Oui. Et tes amis meurent. Et on était tellement conscients de ça, de ce qui était précaire, de ce qui était vif. Et après, paradoxalement, la paix est revenue, on s'ennuie. Moi, par exemple, les gens de mon entourage qui sont dans l'optique de partir en France pour s'installer, légalement ou illégalement, me disent toujours que c'est toujours mieux de vivre là-bas qu'ici, machin. Et quand je demande, ils me disent oui, c'est plus facile, on est moins frustré, on peut sortir quand on veut, il y a moins de tabous. Pour les mecs qui me disent ouais, il y a des nanas, on peut sortir en boîte. Je suis parti en France pour mes études, je suis resté 2 ans. En fait, une fois en France, je me suis rendu compte à quel point je ne connaissais pas mon pays et à quel point je l'aimais aussi. Parce que j'étais avec des Marocains, des Tunisiens, des Français et tout. Et tout le monde connaissait mieux l'Algérie que moi. Tout le monde s'intéressait mieux à l'Algérie que moi. C'était fou.
Il y en a qui te parlaient des ruines romaines. Je savais même pas qu'il y avait des ruines romaines en Algérie à l'époque. Hein. Ça m'a mis une claque en fait. Ça marche pas, donc j'ai pas envie de moisir ici. C'est le mot qui me vient à l'esprit. C'est triste, mais que veux-tu? C'est comme ça. C'était mon rêve de vivre en Algérie, de construire ma maison en Algérie, de me battre pour mes idées en Algérie, de rester dans cette Kabylie, dans ces montagnes. Et ce manque de liberté, c'est ce qui m'a poussé à vouloir pertinemment quitter ce pays. Est-ce que je me vois avoir des enfants en Algérie? Je ne le pense pas. Et je ne veux pas les avoir en Algérie. J'ai envie qu'ils vivent dans un pays où ils vont se sentir libres. Ils vont vivre pleinement leurs rêves, leurs joies, leur jeunesse, leurs fantasmes, exprimer bien clairement leurs idées, circuler librement. C'est triste, hein? Très triste. Mais j'ai foi en nous. On peut rester ici en Algérie. Si on se serre les coudes, on peut changer les choses. Parce que c'est nous la force, c'est pas eux. La force représente la jeunesse algérienne. C'est ça la force. Et c'est grâce à cette force-là qu'on va pouvoir casser ce gouvernement actuel. J'ai pas envie que demain, mes enfants vont vivre la même chose que moi. Je veux que mes enfants demain, ils vont dire voilà, nos parents, ils ont fait une vraie révolution. Ils nous ont arraché cette liberté en fait. Il va pas se dire voilà, je vais en Algérie, voilà, je vais me casser ailleurs, je suis pas libre. Moi, j'ai pas envie d'entendre mon enfant dire ça. Encore une fois, là, on se bat pour vivre pleinement. C'est une nouvelle ère dans l'histoire de l'Algérie. Et j'aime bien croire que c'est la plus belle et la plus importante. C'est une génération obstinée qui sait très bien ce qu'elle veut et qui n'est pas prête à lâcher. Avec le Hirak, tu deviens accro, c'est une cam. C'est devenu notre cam. Et on a tout le temps qu'il faudra. On a le temps, on a l'énergie, on a la volonté, on a la rage. On a tout ce qu'il faut.